Des étudiants très en colère ont fait un sit-in à l'Université générale Lansana Conté ce jeudi pour dénoncer la hausse des frais d'inscription et de réinscription qui sont fixés à 210 000 et 250 000 francs guinéens. Ils exigent à ce que le montant soit revenu à 50 000 francs guinéens. Présumé viol, un adulte accusé d'avoir violé un bébé âgé d'1 an 3 mois a été présenté à la presse ce jeudi. L'acte s'est passé dans la commune de Matoto hier mercredi. C'est tout pour le sommaire, dans un instant, les détails. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Je vous l'annonçais dans les titres. Les étudiants de l'Université générale Lansana Conté, à travers un sit-in, ont protesté ce jeudi contre la hausse des frais d'inscription et de réinscription qui sont fixés à 250 000 pour les entrants et 210 000 pour les autres. Ils accusent le recteur de corruption dans cette affaire. En Soubaï le Baldé. L'Université générale Lansana Conté de Sonfonia a donné le ton dans cette réclamation des étudiants. Ils dénoncent les frais d'inscription et de réinscription qui s'élèvent à 250 000 francs guinéens pour les jeunes et 210 000 pour les autres. Des montants qu'ils jugent excessifs pour eux, vu la conjoncture économique actuelle en Guinée. À travers ce sitting, ils réclament 50 000 francs guinéens au lieu de 250 000. Nous ne demandons pas trop, nous demandons juste à l'État de penser à nous. Juste 50 000 pour la réinscription. Ils ont pensé à tous les autres secteurs, à part les étudiants et étudiantes. L'objectif, c'est de dénoncer avec vigueur, avec ardeur, cette imposition qui nous est faite de la part des recteurs, ce scandaleux ou cette scandaleuse affaire de 250 000 francs au titre des frais d'inscription et de réinscription. Alors nous, étudiants de Guinée, nous avons décidé de refuser de payer les 250 000. 50 000, c'est bon. Alors le message est là, c'est 50 000 qu'on paye ou rien. Et c'est ce que nous avons. Nos universités ne sont pas des centres d'affaires. Les étudiants en masse ont scandé de slogans devant l'université. À partir de cette initiative, les étudiants décident de boycotter le processus de réinscription. C'est en tout cas l'idée de leur porte-parole. Vous voyez derrière nous une mobilisation fabuleuse des étudiants qui sont prêts pour dénoncer cette situation macabre. Écoutez, s'ils veulent empocher 200 milliards, qu'ils aillent au trésor public. Ici, nous sommes des pauvres étudiants, nous n'avons rien. On paye rien. Ils dénoncent également les conditions d'études dans leur université. Il n'y a pas de place, il n'y a pas de micro dans les salles. Écoutez, il n'y a pas... Voilà. 50 000, c'est bon. Les montants élevés pour les inscriptions et réinscriptions sont dans toutes les universités publiques du pays. Ces protestataires promettent d'élargir leur mouvement sur l'ensemble des universités. Ce sont les mêmes recteurs corrompus. Oui. Ce sont les mêmes recteurs corrompus. Oui. Le coup d'envoi aujourd'hui, c'est à Sonfonia. À l'intérieur du pays, à Gamalé, dans toutes les autres universités, le mouvement va suivre, puisque nous sommes représentés partout. On va poursuivre le mouvement un peu partout, jusqu'à Nzereko. Oui. Dans nos démarches d'aller vers le rectorat pour recueillir l'avis des responsables, nous avons croisé le vice-recteur de l'université qui venait constater la nature du sit-in. Ce dernier n'a donc pas accepté de parler à la presse. Un bébé âgé d'1 an 3 mois a été violé par un adulte. L'acte s'est passé hier mercredi dans la commune de Matoto. Le présumé violeur a été présenté à la presse au siège de l'OPROGEM ce jeudi. Sorikan Diabangoura pour les explications. Encore des journalistes à l'Office de protection de genre, enfants et mœurs. À un rythme hebdomadaire, des violeurs sont présentés à la presse. La particularité de ce cas est qu'il s'agit d'une fille âgée d'1 an. Nous avons reçu un cas de viol hier d'un présumé auteur du nom de Mohamed Souma, âgé de 36 ans, menuisier de profession, qui a été reçu par notre service d'avoir commis des actes sexuels sur un enfant qui évolue de 1 an à 3 mois. D'après les explications, quand on a commencé à auditionner
la mère de l'enfant victime, qui est venue retrouver le jeune dans sa chambre en compagnie de sa fille, mais qui tenait le caleçon de la fille dans sa main. Et d'après la dame, quand elle lui a posé la question, qu'est-ce que tu fais avec le caleçon de ma fille dans ta main, il dit, notre fille a uriné à mon lit. Donc c'est ce que j'essayais de nettoyer. Donc c'est dans ça qu'elle a alerté les gens pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour elle. Mais de l'audition du présumé auteur, qui reconnaît seulement que d'avoir fait rentrer cette fille-là, que cette fille est rentrée en compagnie jusque dans sa chambre, est chose qui est habituelle, et que lui n'a posé que sa main sur le pubis de l'enfant. Selon cet officier d'enquête, le médecin légiste a confirmé que le bébé a subi des dommages. La médecine légale a posé des actes et a déterminé l'incapacité du travail, c'est-à-dire qui est de 15 jours, qui est déjà un acte criminel, mais qui a déterminé aussi la position de l'acte. C'est au niveau du périne de l'enfant que l'enfant a été touché, qui a provoqué même des déchirures périnérales. Et au niveau de l'enfant, c'est-à-dire c'est cette paroi qui est entre l'anus et le sexe et l'appareil génital. Donc c'est cette partie-là qui a eu un acte sexuel récent. Le présumé violeur rejette la thèse de l'acte sexuel, mais reconnaît avoir fait des attouchements au bébé. Il a ensuite demandé pardon. Tu reconnais à toucher René? Dans l'après-midi de ce jeudi, cet adulte de 36 ans sera présenté à un juge. En matière de cas de viol, et même surtout avec cette situation aggravante sur un enfant mineur, c'est tolérance zéro. Nous allons, les minutes qui vont suivre, nous allons mettre le monsieur à la disposition de la justice. 2 livres pour un auteur, c'est le travail auquel s'est illustré le capitaine Karifa Traoré. L'auteur est décédé en 2003. Dans ses ouvrages, il a écrit sa biographie dans le premier et traduit des chants et légendes mandingues. La dédicace a été faite par des enfants du défunt auteur. La cérémonie de dédicace a eu lieu ce mercredi à Conakry, en présence de plusieurs personnalités. Ansoubaï Le Baldé revient dans ce journal. L'écriture et la peinture de la voix, plus elle est ressemblante, meilleure elle est. Elle transporte d'un sens à l'autre la pensée. Alors, le capitaine Karifa Traoré, décédé il y a 17 ans de cela, fait parler de lui en Guinée. Le défunt militaire est auteur de 2 livres. Le premier parle de la biographie de l'homme et le second traduit les chants et légendes de l'ère géographique et linguistique mandingue. C'est une histoire personnelle. Vous savez, de 89 à sa sortie de prison, il a commencé à rédiger ses mémoires. Et il y a plusieurs pans de cette histoire que les aînés connaissaient. Mais les jeunes qui sont venus après, et la grande majorité de la famille qui était au village et ailleurs, ne savaient pas ce qui était réellement l'histoire de cet homme, qui est un rien de tout, et est arrivé jusqu'à là où il a été à la fin. La dédicace de 2 ouvrages est laissée aux enfants de feu Karifa Traoré. Prenant la parole devant le public présent, tous ont parlé de leur père avec éclat de rire, comme pour dire que ce n'était pas le moment de pleurer, mais plutôt de célébrer un père exemplaire. Enfin, ces 2 mots que tu aimais tant, magnifique, formidable. Enfin, quelle œuvre magnifique tu as laissé à la postérité. Passer une soirée formidable. Mon père aurait dit ainsi. Formidable, magnifique. Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Damaro Camara, a fait la prison avec le capitaine Karifa Traoré entre 1985 et 1989 suite au coup d'État du colonel Diarra Traoré. Selon lui, l'exemple de ses enfants doit inspirer la nouvelle génération. Si on pouvait être heureux après sa mort, Koro Karifa doit l'être aujourd'hui, parce qu'au lieu de nous faire pleurer sa mort, ses enfants nous invitent à plutôt célébrer sa vie. Et pour cela, non seulement nous devons les en féliciter,
mais surtout nous devons, surtout les jeunes, nous en inspirer. L'Harmattan Guinée a accompagné cette initiative liée à l'écriture. Nous publions et présentons ces deux ouvrages aujourd'hui parce que ces ouvrages étaient bien écrits. C'est ce qu'il faut faire ressortir. Il aborde des sujets d'actualité. L'amour, le mandingue, la Guinée, le continent africain. L'écriture est la représentation de la bonne mémoire de celui qui l'exerce. C'est en cela donc que le feu capitaine Karifa Traoré s'est illustré avant sa mort. Sur le continent, au Ghana, le président sortant Nana Akufo-Addo réélu dès le premier tour avec 51,59% des voix contre 47,36% pour son rival historique John Mahama. Portrait de Nana Akufo-Addo, ancien avocat des droits de l'homme, réputé pour son sens de la diplomatie. Suivez. Il s'est employé jusqu'aux dernières heures de la campagne. Nana Akufo-Addo s'est tellement battu pendant des années pour devenir président qu'il était hors de question de lâcher ne serait-ce qu'un pouce de terrain. Le premier mandat d'Akufo-Addo a jeté les bases sur lesquelles nous construisons le nouveau Ghana. Le deuxième mandat d'Akufo-Addo va apporter à notre pays les heures de prospérité, les heures de progrès, les heures de développement, les heures d'emploi. Il parle de lui à la troisième personne, mais il n'a rien d'un autocrate, dans un pays présenté comme un exemple de démocratie. En 2017, il prend les rênes de ce pays en plein essor depuis 20 ans. L'or, le cacao, puis le pétrole en grande quantité lui ont permis de relever les défis de la lutte contre la pauvreté. 4 années au sommet pour continuer à faire grandir le Ghana. Et à 77 ans, Nana Akufo-Addo a su convaincre face à son adversaire des derniers scrutins, John Mahama. Il va donc poursuivre ses réformes, notamment dans l'éducation avec la mise en place de la gratuité des lycées. L'éducation, une priorité pour ce pays, dont la moitié des 17 millions d'habitants a moins de 35 ans. La lutte contre la corruption reste un souci majeur. C'était pourtant l'une des promesses il y a 4 ans, comme la création d'emplois. Mais la pandémie mondiale du coronavirus a particulièrement touché l'économie du pays qui doit s'en relever. Des actes politiques à mener en temps de paix, c'est à signaler. Les candidats signaient ici un pacte 3 jours avant le scrutin. J'ai dit que nous croyons aux élections et je suis heureux de donner ma parole. Nous accepterons le verdict du peuple ghanéen. Par-dessus tout, je m'engage à ce que la paix, l'unité et la sécurité du Ghana soient notre première préoccupation. Le Ghana est d'ailleurs l'un des rares pays de la région à ne jamais avoir subi de violence post-électorale. Un dernier hommage a été rendu à Monseigneur Tessier lors de ses obsèques en la basilique de Notre-Dame d'Afrique à Alger. Archevêque d'Alger, pendant les années noires de la guerre civile, il était devenu un symbole de tolérance, un tisseur de liens entre chrétiens et musulmans. Retour sur une vie intimement liée à l'histoire d'Algérie. Lorsqu'on lui demandait pourquoi il avait choisi l'Algérie, Monseigneur Tessier répondait en toute simplicité. Au point de départ, je suis arrivé pour des raisons familiales, mais ensuite, en réfléchissant sur le sacerdoce que je voulais demander à l'Église, j'ai trouvé très intéressant de me situer comme chrétien dans une société qui avait d'autres références. C'est en 1958, pendant la guerre d'Algérie, qu'Henri Tessier revient sur sa terre d'enfance. Le jeune prêtre arabophone choisit de rester après l'indépendance et obtient la nationalité algérienne. Évêque d'Oran en 1972, il est nommé archevêque d'Alger en 1988, il le restera durant 20 ans. Lorsque l'Algérie sombre dans la violence du GIA, il refuse de quitter le pays. Il est le témoin direct des atrocités de la décennie noire, avec son cortège de victimes, dont 19 religieux catholiques tués. Parmi eux, les 7 moines de Tibérine et l'évêque d'Oran, Monseigneur Pierre Claverie, son ami de longue date. Nous recevons de la vie de Monseigneur Claverie le même message que nous avions reçu de la vie de nos frères les moines. Il y a quelque chose à faire entre le nord et le sud de la Méditerranée, il y a quelque chose à faire entre chrétiens et musulmans, entre européens et maghrébins. Malgré les épreuves, tout au long de sa carrière, il reste ce tisseur de liens entre chrétiens et musulmans, grand défenseur du vivre ensemble.
On ne va pas retourner à la guerre des religions. Il faut faire la paix entre chrétiens et musulmans là où on est. Pour nous, c'est l'Algérie, mais il faut chercher aussi à la faire au Moyen-Orient, en Afrique noire, dans les banlieues françaises. À la retraite depuis 2012, Monseigneur Tessier a passé ses dernières années entre Lyon, sa ville natale, et Alger, sa ville de cœur. En 2018, lors des cérémonies de béatification des 19 religieux assassinés pendant la guerre civile, il avait mis un point d'honneur à être présent en Algérie, sur cette terre qu'il aimait tant. 250 000 personnes ont été soumises à un test de dépistage le 8 décembre dans la ville de Chengdu en Chine. La veille, un couple de personnes âgées a été diagnostiqué comme étant porteur du virus. L'état de santé de la femme s'est dégradé. Les détails en images. Les habitants de la ville de Chengdu se succèdent à l'un des centres de dépistage mis en place dans la ville. Sur la seule journée de mardi, plus de 250 000 personnes ont été testées au Covid-19. Sur ce nombre, 7 cas ont été confirmés. Tous habitent le quartier de Pidou et l'un d'entre eux est un employé de cantine. Conséquence, écoles et crèches du quartier ont donc été fermées, tandis que les élèves et enseignants ont été placés en quarantaine. Une véritable opération commando, organisée après qu'un couple de personnes âgées a été diagnostiqué lundi comme étant porteur du virus. Les autorités sanitaires chinoises ont indiqué que la présence du virus avait été décelée sur des aliments conservés dans leur réfrigérateur, ainsi que sur une planche à découper se trouvant dans leur appartement. Les aliments congelés importés de l'étranger sont régulièrement accusés par Pékin d'être à l'origine de ces nouveaux foyers d'infection, bien que l'OMS affirme qu'il n'y a aucune preuve que les gens puissent attraper le Covid à partir d'aliments ou d'emballages alimentaires. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de l'avoir suivi et à bientôt sur Gangan TV.